Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro d'Afrique Hebdo. Coup de projecteur cette semaine sur une opération de reboisement au Ghana. Lancé par le gouvernement, le projet a convaincu les populations. Dans le nord-est du pays, des villageois replantent des arbres et vous le verrez de leurs propres mains. Un portrait, celui de Hakim, coiffeur et tiktoker. Ses talents de comédien ont déjà séduit pas moins de 5 millions d'abonnés. Le jeune homme s'est confié à nos équipes à Dakar, au Sénégal. Le Sénégal, l'autre pays de Seynabou Sonko, la jeune auteure signe son tout premier roman, Jeans, un ouvrage qui met en lumière la confrontation entre deux mondes, deux croyances, le tangible et l'invisible, le rationnel et le surnaturel, ou simplement comment concilier les identités multiples. Partons sans plus tarder pour le Ghana. Le pays a longtemps abrité une immense forêt, plus de 8 millions d'hectares au début du XXe siècle. Et dans ces sols, d'importants gisements d'or, surexploités et souvent de manière illégale, ces espaces verts ont alors reculé. Conscient de l'enjeu, le gouvernement a lancé l'opération Ghana Vert. Objectif, encourager le reboisement. Et vous allez voir que des villageois eux-mêmes se sont emparés de cette mission. Reportage signé Nicolas Bertrand et Hélène Renaud. La forêt n'est pas encore très dense, mais peu à peu, elle reprend vie. Ici, dans le nord-est du Ghana, les habitants sont devenus les gardiens des arbres. Avec l'aide d'une ONG, ils se sont unis pour en planter plus d'1,5 million ces 4 dernières années. Et après avoir planté les arbres, les villageois apprennent aussi de nouvelles techniques pour prendre soin de leur forêt. Il faut que tu coupes proprement la branche pour éviter de blesser l'arbuste. Ce matin, Robert Ataoura leur apprend la régénération naturelle assistée. Une technique particulièrement utile dans les zones arides pour la croissance des arbres. Quand les arbustes sont regroupés tous ensemble, ils se font concurrence pour les nutriments. Et cela empêche leur développement. Donc il faut tailler pour que les jeunes arbres deviennent grands. Makeda fait partie des pionnières du projet. Grâce à la reforestation, cette mère de 3 enfants engrange des revenus supplémentaires avec la vente des fruits, des mangues par exemple, pendant la saison. Avant, on coupait tout l'arbre pour en faire du bois de chauffe. On ne voyait aucun avantage à le garder entier. Maintenant, j'utilise seulement les petites branches pour le feu et je laisse l'arbre grandir pour recueillir ses fruits. Et les résultats ont dépassé les espérances des habitants. Grâce aux arbres, la rivière, autrefois asséchée, est revenue. Et avec elle, tout un écosystème. S'il n'y a pas d'arbres autour de la rivière, l'eau s'évapore et la rivière s'assèche à certaines périodes de l'année. Désormais, grâce aux arbres qui forment une sorte de canopée, l'évaporation est réduite. Avec encore une fois des effets très concrets pour les habitants. Cet ancien agriculteur s'est même reconverti dans la pêche. Avant, il n'y avait pas d'eau dans la rivière pendant la saison sèche. Maintenant, il y a des poissons toute l'année. Je viens de commencer à pêcher et regarde tout ce que j'ai déjà attrapé. Une oasis de verdure, aujourd'hui devenue rare dans le pays. Dans certaines régions du Ghana, des pans entiers de végétation sont détruits tous les jours. La forêt primaire a perdu 60% de sa superficie, le taux de déforestation le plus élevé au monde. Pour cet écologiste, il faut agir maintenant pour survivre. Je suis très inquiet du déclin du nombre d'arbres au Ghana à cause des activités minières, de la coupe illégale de bois, de l'agriculture. Il ne faut pas perdre cet héritage. Nous devons le préserver pour que nous puissions continuer à exister. Pour lutter contre la déforestation, le gouvernement ghanéen a lancé l'opération Ghana Vert. Objectif, planter 20 millions d'arbres chaque année. À ce rythme, le pays pourrait avoir en partie reconstitué son couvert végétal à l'horizon 2030. Cap sur le Sénégal où le nom du jeune Hakim résonne. Ce coiffeur de talent a aussi une passion pour la comédie. Ses mises en scène sont largement suivies et relayées. Il compte près de 5 millions d'abonnés sur TikTok. Sarah Sako et Limandao ont poussé les portes de son salon. Voici le reportage.
Une journée ordinaire dans le salon de coiffure de Hakim. Ce jeune Guinéen de 24 ans, installé au Sénégal depuis 2019, adore créer de nouvelles coupes de cheveux. Ça, c'est dégradé. C'est 3 tons. Voici le premier ton, et deuxième et troisième. En fait, coiffer, c'est très cool. Tu vois. Et naturellement, j'aime coiffer. Quelques heures plus tard, Hakim revêt un autre costume, celui de créateur de vidéos virales pour le réseau social TikTok. Sa spécialité, l'humour et les courses-poursuites dans les rues sablonneuses et escarpées des parcelles assainies en banlieue de Dakar. Hakim est vite devenu le chouchou du quartier. Il apporte de la joie et de l'enthousiasme dans le quartier. Il aime les enfants et les enfants l'adorent. Ils le suivent tous sur TikTok. Voir les enfants derrière moi, ça fait plaisir. Et des pères, et des mères, tout le monde derrière moi, ça fait plaisir. Moi, je fais mon mieux de travailler, mais Dieu a fait ce qu'il voulait, alhamdulillah. Avec 5 millions d'abonnés sur TikTok et des vidéos qui comptent jusqu'à 105 millions de vues, Hakim est l'un des TikTokers africains les plus populaires du moment. Avec son équipe, il veut conquérir le monde. On ira très loin. On ne veut pas seulement se limiter à l'Afrique. On veut exporter notre art partout dans le monde. Faire une course Dakar à Paris. Waouh! Je rêve ça. On n'a pas beaucoup de moyens pour faire ça, donc, mais ça va arriver, Inch'Allah. En attendant, Hakim va en ce mois de janvier à la rencontre de ses fans en Gambie et en Côte d'Ivoire. Et vous, Zaina Boussongo, Instagram, bon, vous avez, mais TikTok? TikTok, non, pas encore. Non, pas encore. Ça viendra peut-être. Il faut, parce que ça a l'air de bien marcher. On en vient en tout cas à votre ouvrage. C'est votre tout premier roman, Jeans, le pluriel de Jnoun. Ce sont ces êtres invisibles, des génies créés avant l'islam. Ils peuvent être bons ou malveillants. Nous en sommes tous dotés, surtout selon Mamie Pirate. Ils nous habitent et peuvent nous influer nos comportements, comme certains personnages de votre roman. Je pense notamment à Jimmy. Il est le voisin de Penda, personnage principal du récit. Diagnostiqué schizophrène, Jimmy est hospitalisé, suivi par une psychiatre. Plus sceptique au pouvoir de guérison de Mamie Pirate. La Mamie de Penda, elle est guérisseuse, un don d'ailleurs qu'elle souhaite transmettre à sa petite fille. Et Mamie Pirate, en fait, elle a une mission. Elle veut absolument sauver et soigner Jimmy, mais à sa façon. Et elle adresse cette phrase à Penda. Penda, les psys, c'est pour les blancs. C'est presque en fait le coup d'envoi de la confrontation des deux mondes que vous exposez dans ce roman. Comment est-ce qu'elle est née, cette idée d'écrire Jeans ? Jeans, c'est mon premier roman. C'est avant tout une langue. C'est une langue qui prend ses libertés entre l'écrit et le parler, entre le visible et l'invisible, entre la France et le Sénégal. Et j'avais envie de mettre à l'honneur toutes les complexités de mes personnalités. Et c'est ça, c'est ce que vous abordez largement dans ce roman, cette double culture, ces identités multiples. Vous l'écrivez à certains passages que j'ai relevés. Ma place était nulle part, je devais l'inventer. Ça, c'est lorsque vous étiez caissière dans un supermarché. Puis ensuite, lors de vos voyages au Sénégal, le Sénégal, là-bas, on me prenait, voilà, c'était le pays que nous avions en commun, Jimmy et moi. Là-bas, forcément, c'était pas ici. Mais comme ici, on me prenait pour quelqu'un de là-bas et là-bas pour quelqu'un d'ici, moi aussi, j'avais une difficulté à être tout court. Ces mots, ils résonnent aussi pour moi. Je crois que d'ailleurs, ça fait écho pour tous les binationaux et les gens qui ont une double culture en héritage. Est-ce que la schizophrénie de Jimmy, dans votre récit, c'est un peu la vôtre aussi, vous, Zaina Boussongo, pas forcément Penda? Peut-être qu'il est venu catalyser ma propre impossibilité à me situer. Ensuite, ça reste un roman de fiction. Pour moi, c'est Penda qui est traversé par ce sentiment-là. Il n'y a rien d'autobiographique ? Évidemment, j'ai pioché dans énormément de choses de mes expériences personnelles, mais il m'a fallu inventer une autre manière, une manière singulière de se présenter au monde, donc à travers cette fiction. Est-ce que vous l'avez déjà vécu? Quand vous dites, par exemple, voilà, toute la difficulté que c'est d'exister, d'être soi, que ce soit à Ziguinchor ou à Paris, finalement, on a sa place nulle part. Mais est-ce que vous aussi, vous l'avez vécu à un certain moment parce que vous êtes franco-sénégalais?
sénégalaise? Aujourd'hui, moi, j'ai le sentiment d'avoir trouvé ma place en littérature et que c'est le seul endroit où je suis ni femme, ni noire, où je ne suis pas réduite à mes identités. Vous êtes une plume. Je suis une plume et j'ai le sentiment que définir, c'est réduire et que dans ce roman, j'essaie de grandir, de nous grandir en tout cas. Il y a tout ce cheminement dans ce roman parce que vous accompagnez, je dis vous, mais Penda, votre personnage, accompagne Mamie Pirate à travers cette quête et cette tentative qu'elle a d'absolument conduire ce jeune Jimmy au Gabon pour le soigner parce qu'il y a cette fameuse plante, la racine d'iboga qui pousse. Vous faites quand même en sorte de pouvoir l'aider, même vous, encore une nouvelle fois, c'est Penda qui fait en sorte d'aider Mamie Pirate dans cette mission, même si on ne sait pas vraiment si ce personnage, elle veut hériter de ce don. Mais finalement, en fait, comment est-ce qu'on arrive à concilier les deux mondes? Comment est-ce qu'on arrive à s'adapter sans forcément se perdre? Le roman met en regard deux manières très différentes de poser un regard sur la maladie mentale, sans hiérarchiser. En fait, les deux points de vue se valent. C'est-à-dire les deux croyances? Les deux croyances, que ce soit d'un côté la psychiatrie occidentale et la médecine traditionnelle africaine, côte à côte, et il y a une rencontre entre les deux. Et elles peuvent être finalement... Elles sont peut-être compatibles. Compatibles, en tout cas, pas forcément... Elles ne sont pas forcément en contradiction. Vous dites finalement, il n'y a pas à se poser la question de choisir, il faut aller vers soi. C'est ce qu'on devrait retenir, finalement? C'est ce qu'on devrait retenir, ainsi que la piraterie, qui est synonyme de liberté pour moi. C'est votre tout premier roman. Comment on se prépare à ce défi? Parce qu'on s'expose, on se met à nu. Elles ont réagi comment? Vos amis, vos familles, vos proches? Pour l'instant, j'ai de super bons retours. En fait, j'ai été assez surprise de constater que ma famille l'avait beaucoup mieux compris peut-être que le milieu littéraire. Merci beaucoup, Merci. Céline Boussongo. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions sur France 24. Merci à vous de votre fidélité. C'est la fin de ce numéro d'Afrique Hebdo. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Allez, on continue. Essayez d'esquiver. Allez, on y va. Regarde. Un petit U, ça va rentrer. Allez, on continue. On lâche pas, on continue. Allez, on cherche, on esquive. Allez, on continue. Allez, on continue. On y va, allez. Hop. Voilà, formidable. Un geste bien répété finit toujours par payer. Allez, on continue. La protection apportée par le vaccin contre le Covid-19 diminue avec le temps. Continuons la vaccination.